Voilà, nous sommes dans cette émission que vous connaissez, Raphaël chez vous, cette émission qui vient vers vous. Je vous le rappellerai à chaque fois que nous nous rencontrerons. Pourquoi? Parce que je veux que vous puissiez continuer à prendre le réflexe de nous appeler. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que ça va et que tout le monde se porte bien et que vous respectez les gestes barrières et cette question de distanciation. Vous avez bien compris que nous avons changé nos habitudes. Nous sommes à l'extérieur pour justement mettre une petite modification. C'est normal, puisque nous venons chez vous, nous ne sommes pas à l'antenne. Et vous le savez, vous savez pourquoi? Parce que nous sommes tenus de respecter les personnes que nous allons visiter, les personnes qui nous invitent et voir que nous, si on est porteur C ou pas, on ne sait pas. On ne sait pas comment on est. Donc, on nous demande de garder, de prendre nos précautions, ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes à Trois-Rivières, et nous sommes venus à la rencontre d'une personnalité que vous connaissez. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à se rendre sur les médias pour pouvoir expliquer aux personnes que nous sommes, qui ne connaissons pas grand-chose, n'est-ce pas, dans certains phénomènes, tels que les cyclones, les ouragans. Eh bien, vous avez compris que nous sommes chez Christian Anténor Abazac, qui nous reçoit aujourd'hui à Trois-Rivières, dans un coin de cette belle demeure que nous nous garderons de vous montrer, bien évidemment. Là, pourquoi je ne vais pas vous le montrer? Parce que c'est sa vie privée. Je n'ai pas du tout envie, sauf bien sûr s'il nous en donne l'autorisation. Mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Nous sommes là pour parler de lui. Qui est-il, Christian Anténor Abazac? Eh bien, c'est quelqu'un qui a fait énormément de choses. Il est électronicien de formation. Il a travaillé en intérim dans l'avionique. Il a travaillé en radio, bien sûr, dans la transmission. Il a travaillé à la SNCF. C'est quelqu'un qui, depuis 1976, est entré à l'Observatoire volcanologique. Il en fut le directeur. Adjoint, pardon. Et aujourd'hui, passionné, bien sûr, de ces cyclones et de ces ouragans et de tout ce que cela comporte. Il nous explique les phénomènes qui viennent vers nous. Nous sommes sur un territoire où, bien sûr, nous sommes menacés, souvent menacés en cette période par ces ouragans, ces cyclones. On va voir. Parce que moi, des fois, je mélange. Je dis cyclone, en même temps ouragan. Qu'est-ce qu'un cyclone? Qu'est-ce qu'un ouragan? Qu'est-ce qui fait que nous soyons obligés de paniquer? Qu'est-ce qui nous fait paniquer peut-être quelquefois pour rien? Bref, nous verrons tout cela avec monsieur Christian Anténor Abazac, qui est juste là, à qui nous allons donner la parole pour qu'il vous salue et nous discuterons. Tantôt vous le verrez, tantôt que vous me verrez moi, parce que nous ne sommes pas proches. Nous respectons, n'est-ce pas, la distance. À tout de suite. Christian Anténor Abazac, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, je suis bien pour un retraité, je dirais encore jeune retraité, ça me fait qu'à peine 5 ans de retraite. Ah, c'est un monsieur qui quand même revendique le fait d'être Pointe-3. Vous êtes bien de Pointe-à-Pitre, vous avez grandi, Oui. Vous connaissez les... Oui, je suis né à Pointe-à-Pitre, de parents au départ pointois pour maman, Marie-Galantais pour papa, même si j'ai des grands-parents maternels originaires de Basse-Terre, donc je suis un Guadeloupéen, mais je suis né à Pointe-à-Pitre, j'ai fait le lycée Carnot de A à Z, c'est-à-dire depuis la maternelle, les petites classes, on appelait ça à l'époque la 12e, la 11e, ainsi de suite, jusqu'en 3e, et après le lycée de Bainbridge jusqu'en terminale. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qu'il y avait, par exemple, dans cette rue qui nous conduisait jadis au cinéma de la Renaissance? Qu'est-ce qu'il y avait autour? Ah, la rue du commandant Mortenol qui longe la place de la Victoire. Il y avait, à un moment donné, il y avait l'ancienne caserne des sapeurs-pompiers, rue du commandant Mortenol, qui se trouve maintenant être la maison de la citoyenneté de Pointe-à-Pitre. La caserne des sapeurs-pompiers ayant émigré d'abord au Point-Miquel et ensuite, après, je crois, maintenant, à Dotéma, aux Abîmes. Et où se trouvait cet hospice dont le nom m'échappe? Je vais trouver. Docteur Ricou. Voilà, le docteur Ricou, l'hôpital pour son nom d'ailleurs. C'est vrai que l'hôpital général, l'ancien, s'appelle l'hôpital du docteur Ricou, l'hôpital Ricou, qui porte le nom d'un médecin que j'ai connu dans ma jeunesse, mais qui avait en fait un hospice avant, qui n'était pas du tout l'hôpital, on appelait ça l'hôpital général avant, au sommet du Morne, au sommet de la rue Victor Hugo, Morne-Massabielle. Et on avait l'hospice Ricou qui était rue de la République en face de l'ancien cinéma Select.
qui est actuellement, je crois, le presbytère de Grande Église de Pointe-à-Pitre, cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Et cet hospice Ricou était un hospice un petit peu comme celui qui est maintenant Réminet-Soutat, comme celui de Saint-Jules, où il y avait de grandes pièces avec des personnes grabataires, alitées, et des grandes salles de plusieurs dizaines de personnes. Hein. Ça m'avait frappé pour le gamin que j'étais à l'époque. Et le kiosque de Alors, la place de la Victoire vous rappelle quoi? Voilà, alors cet hospice Ricou était donc rue de la République. C'est la rue qui tombe sur le kiosque de la place de la Victoire, comme point de repère, hein, qui vient de l'ancien chemin des Petites Abîmes et qui arrive sur la place de la Victoire. Voilà, donc la place de la Victoire où j'ai passé l'essentiel de ma jeunesse, on va dire de 0 à 13 ans. Et à l'époque où la place de la Victoire n'est plus du tout celle qu'elle était, celle qu'elle est maintenant, bien bétonnée et tout, alors qu'à l'époque il y avait pas mal d'herbes, il y avait quelques terrains de basket et aussi de quoi faire paître les animaux, les bœufs notamment. On dit que les Pointois n'allaient pas trop à la mer parce qu'il n'y avait pas de plage sur Pointe-à-Pitre qui permettait aux enfants d'aller à la mer. Oui, il n'y avait pas de plage sur Pointe-à-Pitre, mais nous les gamins, on marchait à pied, on circulait, et de la place de la Victoire, il était facile de se rendre via le carénage, via Chemin Neuf, l'ancienne usine d'Arboussier, à travers le Pont Blanc, qui était remplacé par l'actuelle marina, au bas du fort. Et nous, les Pointois, nous allions nous baigner à pied, ou quelquefois en transport en commun, au bas du fort. À l'époque où le bas du fort, Gosier, où était la nationale, où passait la nationale 4, l'ancienne nationale 4 qui menait à Gosier à l'époque, et où ce bas du fort était complètement de la campagne. Il n'y avait strictement personne. C'était de l'herbe, c'était de la cambrousse. Il y avait un petit terrain de foot, il y avait une petite case d'un monsieur qui élevait des bœufs, etc. Mais il n'y avait vraiment personne. Et d'ailleurs, j'ai vu construire la salle des anciens marins, qui est devenue par la suite la boîte de nuit Le Zénith, etc. Et dans les années 60, et avant ça, il n'y avait rien du tout. Et ces plages étaient donc nos plages à nous, au pied du Fort Fleur d'Épée, au pied de l'entrée du Fort Fleur d'Épée. Et nous avions d'ailleurs sur ces plages, à l'époque, déjà les années 50, de monstrueuses montagnes de sargasses. Justement, les sargasses que nous ne voyons pas où nous sommes ici chez vous, vous nous Nous n'en disiez... avons pas aujourd'hui, nous Voilà. n'en avons pas. Des fois, il y en a. Avant-hier, il y en avait. De temps en temps, on les voit passer, mais ça dépend des moments. Donc il y a toujours eu des sargasses en fait. Moi, de ma jeunesse, les années 50, hein, je ne suis pas trop vieux, on va dire ça comme ça, j'ai toujours connu des sargasses en Guadeloupe, on appelait ça des varèches. On a tendance à dire que ce n'était pas du tout les mêmes phénomènes qu'avant, mais si, c'est la même chose, c'est exactement la même chose, avec les petites boules pleines de gaz fabriquées par les sargasses, comme on faisait claquer. Nous, sur les plages du bas du fort, on s'amusait entre gamins avec ça, on faisait des boules de sargasses, on se battait avec les sargasses, on en mettait dans les maillots de bain des filles pour s'amuser. Je suis désolé, mesdames. Elles s'en souviendront, hein? Oui, oui, mais à l'époque, il n'y avait personne. Et évidemment, quand ça commençait à s'accumuler et que ça commençait à sentir, on n'y allait pas. Et il n'y avait personne qui était gêné par cela. Mais il y a toujours eu ce genre de phénomène. J'ai toujours connu ça depuis ma petite jeunesse. Et j'ai eu l'occasion de travailler dans les Antilles anglophones, notamment Trinidad. Et à l'époque, j'avais découvert un bouquin qui parlait déjà de sargasses, d'invasion de sargasses, au début du XXe siècle, sur les plages de la Caraïbe. Donc vous voyez que le phénomène sargasse n'est pas un phénomène nouveau, simplement il revient de manière périodique, simplement nous ne connaissons pas la périodicité, peut-être tous les 50 ans, tous les 70 ans, on ne sait pas encore, mais ça reste un phénomène naturel, parce que les sargasses sont des herbes qui poussent sur l'eau, exactement comme des herbes poussent dans notre jardin, c'est tout à fait naturel. Très bien. Alors, vous voyez bien qu'il est de Pointe-à-Pitre. Hein. Enfin, il connaît la région pointoise. Alors, que faisiez-vous dans l'avionique, par exemple? C'était quoi vos fonctions? Alors ça, c'est quand je terminais mes cours d'ingénieur à Paris et je travaillais en même temps. Donc, j'ai travaillé à la SNCF pendant les vacances scolaires. Donc, je faisais des annonces de train, etc. Je faisais tourner les panneaux d'affichage mobile ou des panneaux d'affichage de train à la gare Montparnasse. Mais j'ai aussi travaillé en intérim pour des fabricants d'avions militaires, Dassault notamment. Et je faisais ce qu'on appelle des IFF, des transpondeurs militaires et des boîtes de test pour tester les antennes de manière anachronique, enfin, excusez-moi le terme, c'est un terme compliqué, où on faisait émettre une antenne dans une boîte de façon à ce qu'elle ne vienne pas à l'extérieur, et à ce moment-là, on testait les codes émis par le système. C'était des choses, disons, liées à l'armée, il y avait quand même un certain nombre de secrets, et il ne fallait pas aller au-delà. Il ne fallait pas dévoiler certaines choses. Mais bon, l'IFF, ce qu'on appelle l'IFF de manière traditionnelle, le transpondeur dans un avion civil, c'est un élément qui permet d'identifier un avion en vol. Et vous n'avez pas été tenté par le piloter, oui, vous n'avez pas été tenté un petit peu? Je suis ingénieur, mais à l'âge de 9 ans, j'avais deux métiers en tête, à l'âge de 9 ans. Pilote d'avion, pilote professionnel,
et ingénieur. À 10 ans, j'ai porté des lunettes, donc je n'ai pas pu être pilote. Ce qui fait que, toujours étant passionné d'avion, même aujourd'hui, je suis ingénieur. Voilà, c'est juste un choix de jeune. Alors, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs cordes à son arc et la profession, enfin les professions exercées lui permettent, même à la retraite, de continuer, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire que j'ai toujours bricolé dans ma vie. Hein. Dès gamin, je démontais des appareils, je remontais, je fabriquais, même je m'en rappelle, je fabriquais mes premiers postes de radio dans des boîtes en carton, des boîtes à chaussures. Je récupérais des lampes radio, des lampes de l'époque, des années 50, que j'enfichais dans des boîtes de carton, des boîtes de Persavon, mon savon de l'époque par exemple. Et j'avais aussi récupéré des potentiomètres chez un réparateur radio qui existait rue d'Henry, en face d'une école maternelle que j'ai fréquentée avant le lycée Carnot. Et je fabriquais mes postes de radio tout petits. Déjà, après, j'ai commencé à faire de véritables postes de radio qui ont fini par fonctionner. Oui, c'est vrai. Mais j'ai bricolé aussi, je démontais des appareils, je remontais, etc. J'ai aussi beaucoup fréquenté l'ancêtre de la décharge publique de Pointe-à-Pitre. Et c'est là que je venais me ravitailler en pièces détachées. Voilà, c'est la pièce détachée de radio à tube à l'époque, ou alors pièces détachées mécaniques, hein, les vieilles voitures, les électroaimants, les relais, etc. D'où votre passion pour la radio finalement, après, parce J'ai que vous toujours y été avez passionné de travaillé. radio, voilà. J'ai fait de l'écoute, j'ai toujours été passionné de radio. J'écoutais dans les années 50, alors ce qu'on appelle maintenant la salsa. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, mais j'écoutais dans les années 50. Ça s'appelait merengue, ça s'appelait comment? Non, le merengue, ça s'appelait pas. Le merengue, c'est toujours resté merengue. La salsa, c'est un terme, on va dire, moderne, inventé par les Oui, États-Unis. mais je sais qu'il y avait un autre nom. On disait. Il y avait tellement de noms que les États-Unis, les Américains des États-Unis ont simplifié la chose en appelant salsa. Mais avant, c'était les montuno, les sons montuno, les guaranco, les guajira. Guantanamo, par exemple, c'est une guajira bien connue, des sons, etc. Et c'était quand ces musiques sont arrivées aux États-Unis, les Américains qui n'y comprenaient rien, il y avait très peu de nuances dans les rythmes, ils ont appelé ça la sauce. Ouais. Et c'est devenu la salsa. Mais une salsa, c'est pas un rythme. Un rock'n'roll, un slow, boléro, c'est un rythme. Mais la salsa, c'est un mélange de plein de choses. Et en fait, c'est une appellation, mais au départ, c'est de la musique latino-américaine et surtout cubaine et portoricaine, surtout cubaine. Et en tant que radio à l'époque, je prenais les ondes courtes et il y avait toujours les radios à La Havane, Radio Porto Rico, Radio Canada, Radio France Internationale et j'écoutais toujours ces radios-là à l'époque sur les ondes courtes du poste de mon grand-père qui était à l'époque un gros poste meuble de salon à tube et j'écoutais la bande des 49 mètres, la bande des 30 mètres, la bande des 15 mètres, etc. Et où il y avait toutes les radiodiffusions internationales et aussi progressivement j'écoutais aussi les radioamateurs et c'est pour ça que je me suis passionné pour le radioamateurisme. Bravo, un bon parcours jusqu'à maintenant. Alors nous continuons parce que ce n'est pas, c'est loin d'être terminé. En 1976, vous êtes entré donc en tant que directeur adjoint à l'Observatoire. D'abord VAT. Je suis arrivé à Guadeloupe, VAT à l'Observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe, en plein boom de la soufrière, en pleine éruption de la soufrière, avec tous les collègues qui étaient là. On était jusqu'à 40 personnes dans un bâtiment qui pouvait en contenir que... objectivement pour travailler confortablement à peu près une dizaine. Et j'étais VAT et avec la responsabilité de faire fonctionner les réseaux de transmission de données de l'Observatoire. Dans ma spécialité, c'était ça. Et c'est ce qui était recherché. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour les volcans et pour les tremblements de terre. Voilà. Et je suis, étant déjà aussi un passionné des sciences de la Terre, de sciences en général, mais de sciences de la Terre aussi, je me suis intéressé tout naturellement au volcanisme et au séisme. D'accord. Ce qui fait que maintenant, ça n'a plus trop de secret pour moi aussi, ce domaine-là. Alors, on peut dire que dans ce domaine-là, vous êtes autodidacte. Oui. J'ai pas de diplôme en sismologie ni en volcanologie. Ni météorologie. Ni en météorologie. Alors, la météorologie, c'est bien avant les volcans. La météorologie, c'est 1956. Moi, j'ai connu le cyclone Betsy. En 1956, j'avais 6 ans. Et depuis le cyclone Betsy, je me suis passionné par ces phénomènes-là. D'autant plus que mon grand-père, à l'époque, qui m'avait élevé donc, près de la place de la Victoire, m'avait emmené le surlendemain du cyclone au cimetière de la Pointe-à-Pitre où j'avais constaté qu'il y avait des caveaux ouverts. Des caveaux plutôt qui avaient explosé. Les plaques de béton avaient été ouvertes par la pression, la surpression liée au passage du cyclone, et j'avais compris beaucoup de choses à ce moment-là. Et puis je me suis passionné de cyclone jusqu'à commencer à faire du volcanisme et de la sismologie à l'observatoire, à tel point que c'est moi qui faisais la météo de l'observatoire.
Dans la mesure où nous, on allait sur le terrain, on va dans la montagne, il faut prévoir les équipements, il faut prévoir ce qu'on va y faire, et il faut aussi prévoir le temps qu'il fera en fonction de ce qu'on va y faire. Et donc, il fallait savoir si on était en situation dangereuse, pas dangereuse, s'il allait pleuvoir, pas pleuvoir. Et donc, je me occupais de gérer la météo localement à l'observatoire. Alors, surtout pas pour la Guadeloupe, parce que de toute façon, je ne suis pas météorologue, ni prévisionniste.